Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le jeudi 7 avril. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. La Seine-Samar fait appel aux gendarmes pour débloquer le chantier de Pliane. Les opposants à la construction de ces logements sociaux interpellent la mairie du Gosier. Alain Juppé, candidat aux primaires des Républicains, en campagne en Guadeloupe. Un programme particulièrement chargé pour rencontrer toutes les personnalités de sa famille politique. Reprise sensible du marché de l'automobile. Après une récession, la vente de véhicules neufs a progressé de plus de 6% en 2015. Le journal, Aurélie Ronze. Et notre invitée ce soir, Geneviève Bruno, présidente de l'Observatoire régional de la santé de Guadeloupe, l'ORSAG, qui organisera samedi une matinée d'échange au Memorial Act. On en parlera en détail dans quelques minutes. Mais avant, on va parler de politique puisque l'ancien Premier ministre et candidat aux primaires Les Républicains, Alain Juppé, est actuellement en Guadeloupe. Il s'est rendu ce matin à la Chambre d'agriculture à Baie-Mahault avant d'être reçu par le maire de Capesterre-Belle-Eau. Une rencontre qui n'a pas eu lieu en mairie car les agents communaux ont débrayé ce matin et bloqué son accès. Joël Beaugendre a donc reçu Alain Juppé au Mémorial indien de Changy. Une visite suivie par Jacques Damprobe. Alain Juppé est accueilli par un comité enthousiaste emmené par Joël Beaugendre. La mairie bloquée par des agents communaux revendicatifs, le premier magistrat de Capesterre-Belle-Eau a été contraint de recevoir le candidat à la primaire des Républicains au Mémorial des engagés indiens. Leur histoire lui est contée par le président de l'association Goupio, membre historique de la droite capestérienne. Pour ce qui nous concerne, non, c'est l'histoire, c'est le mémorial. Que d'autres veulent faire une interprétation ou une exploitation politique, ça, on ne peut pas l'en empêcher. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'est faire connaître cette histoire, faire connaître l'héritage de ces engagés indiens que nous avons et pour valoriser cette composante de la population de la Guadeloupe. Accompagné de l'ancien ministre de l'Outre-mer, Dominique Perben, dans cette ambiance amicale, Alain Juppé est détendu aussi bien dans la tenue que dans les propos. L'aspirant à l'Élysée a appris à soigner son image. Voilà, les concurrents n'ont qu'à bien se tenir. C'est la visite d'un ami de la Guadeloupe qui vient écouter ses concitoyens. Et puis effectivement, je me prépare aux prochaines échéances, donc je vois que j'ai beaucoup de soutien ici. Avec d'abord les primaires du 20 et du 27 novembre, et puis la suite, je l'espère. Voilà, nous allons continuer ce séjour qui, pour l'instant, s'engage très bien, avec des dialogues très fructueux. Vous comptez beaucoup sur le soutien de vos amis de Guadeloupe ? Évidemment, hein, je ne réussirai pas sans de larges soutiens. Je sais qu'ici, j'en ai beaucoup qui me sont acquis. Donc, je les remercie d'emblée déjà de se mobiliser. Philippe Cholette et Blaise Aldo, les vieux routiers de la droite guadeloupéenne, guident les pas de l'ex-premier ministre. L'ordre du jour affiche et assume son soutien. Je pense qu'aujourd'hui, il est l'homme de la situation et que pour nous, effectivement, il s'agit de confirmer ce que toute la France déjà atteste à travers finalement leur intention de vote, de nommer Alain Juppé un homme d'expérience au niveau de la tête de notre République. L'échange avec le favori des sondages aura été bref mais chaleureux. D'autres rencontres doivent jalonner la visite d'Alain Juppé. On fera les comptes en novembre prochain. Politique toujours avec le président du Conseil régional de Guadeloupe, Harry Chalus, qui a rencontré aujourd'hui Éric Delucy, le président de l'Union des groupements de producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique. Une rencontre qui s'est déroulée à Dunkerque, premier port français d'importation de bananes. Demain, une réunion technique doit se dérouler à Paris sur la problématique de l'augmentation du quota bananier en Guadeloupe. Le 29 mars dernier, lors de sa venue dans notre département, Éric Delucy avait confirmé sa volonté d'atteindre une production annuelle de 100 000 tonnes destinée à l'exportation. À Pliane, au Gosier, le bras de fer continue entre les riverains et la Seine-Samar. Ce matin, les forces de l'ordre sont intervenues à la demande de la Société d'économie mixte. Rappel des faits, depuis maintenant plusieurs semaines, le collectif Moon Pliane est opposé à un chantier de construction de logements sociaux. Chantier qui a donc repris ce matin. Anne-Elisabeth Artsen était sur place.
Le bras de fer entre le collectif Moun Pliane et la SEM Samar se poursuit avec ce nouveau rebondissement. Il s'agit simplement de l'ouverture de cette emprise pour pouvoir poursuivre les travaux. Donc nous avons demandé le recours à la force publique puisque le chantier était bloqué, les portes soudées et on n'a pas pu lier des discussions avec les riverains de façon à le faire simplement avec l'entreprise. Donc il y a une décision de justice, nous avons demandé le recours à la force publique. Ça s'est passé calmement, sans heurts, et nous avons pu reprendre possession du site. Et les travaux ont repris à l'heure où je vous parle. Le collectif, quant à lui, a été surpris par cette intervention des forces publiques. Nous sommes très étonnés de constater ce matin que les deux entrées de la section de Pliane sont verrouillées par la gendarmerie, les forces de l'ordre, la police nationale est présente sur le chantier, la police municipale est aussi présente. Toutes ces personnes ont reçu l'ordre d'ouvrir le chantier à notre grande stupéfaction. Donc nous nous interrogeons, car comme nous l'avions indiqué récemment, la municipalité du Gosier, nous attendons toujours, je rappelle que nous attendons toujours monsieur le maire du Gosier. La SEM Samar se dit prête à ouvrir le dialogue avec le collectif qui de son côté reste mobilisé. Ce que nous, au niveau de la SEM Samar, nous privilégions, c'est quand même un dialogue avec les riverains ou avec les opposants au projet, et notamment la famille Molia. Nous espérons les rencontrer assez rapidement, de façon en partenariat avec la collectivité, peut-être traiter les problèmes à voir, leur présenter le projet et montrer comment ce projet est intégré au quartier pour éviter les nuisances. Le collectif de Pliane, LCDM, nous sommes déterminés dans cette affaire. Nous sommes déterminés à ce que les règles soient appliquées, à ce que la loi soit respectée, à ce que les autorités fassent leur travail correctement. Dans l'attente de cette concertation, une réunion publique a été programmée ce vendredi pour permettre aux deux parties d'échanger, mais surtout de tenter de trouver une issue à ce conflit. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la santé, une journée consacrée cette année au diabète. On compte aujourd'hui dans le monde 422 millions de diabétiques. Notre région est particulièrement concernée puisque près de 10% de la population sont touchés par la maladie. Le diabète, il en sera notamment question ce samedi lors d'une matinée d'échange organisée par l'ORSAG. Et pour en parler en détail, nous recevons ce soir Geneviève Bruno, la présidente de l'Observatoire régional de la santé de Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, de l'observation à l'action, c'est donc le thème de cette matinée d'échange qui aura lieu samedi au Mémorial Act. Alors, première question, quelle est la mission première de l'ORSAG ? Alors, il faut dire que l'ORSAG, c'est une association à but non lucratif de loi de 1901, d'accord ? Et la mission première de l'ORSAG, c'est de recueillir les éléments sur la santé de la population, de les étudier, de les recenser. Donc, c'est une aide à la décision dans le cadre d'une politique de santé, dans le cadre du suivi de la politique de santé et de l'évolution de cette politique. Alors, comment l'Observatoire fonctionne au quotidien ? Alors, l'Observatoire reçoit donc des commandes selon les thématiques préoccupantes de la région, de Guadeloupe, reçoit donc des commandes où la demande peut venir de l'Agence régionale de la santé, qui va demander une étude précisément sur une question de santé, ou bien la Caisse générale de la sécurité sociale, ou bien des professionnels de santé, des regroupements, les réseaux. Oui, parce que tout au long de l'année, donc vous publiez ces études. Et ces études sont faites par la directrice qui s'occupe donc de recueillir ces éléments, de les gérer, et des chargés de mission. Alors les thèmes sont variés, puisque les derniers en date, la santé mentale. La santé mentale, l'obésité par exemple, les cancers, les handicaps, l'handicap, et bien d'autres questions de santé publique. Alors justement, ces études seront, entre autres, pour certaines en tout cas, présentées donc, samedi lors de cette matinée d'échange. Quel est le but véritable ? Pardon, excusez-moi. Les études qui sont faites ne seront pas forcément présentées samedi, mais cette journée est destinée à permettre la rencontre
avec les professionnels, avec les autorités sanitaires et sociales, mais aussi avec les autres ORS. Par exemple, nous aurons la visite comme invité d'Alain Troujon, qui est directeur de l'ORS Picardie, par exemple, de Céline Leclerc, qui est aussi directrice de l'ORS Val-de-Loire, et aussi de Madame Emmanuelle Rachou, qui est directrice de l'ORS de l'océan Indien. Le but, c'est de confronter justement le fonctionnement les de expériences et tout. D'ailleurs, à ce propos, samedi, Madame Rachou va aborder une question fort importante, qui est la violence sexuelle à La Réunion. On en parle beaucoup maintenant, et les violences sexuelles, la sexualité, surtout des jeunes, fait partie de nos recherches, de nos études aussi. Alors, cette matinée d'échange, c'est destiné à qui concrètement? Alors, aux professionnels de santé et à toute personne qui s'occupe de l'observation de la santé dans notre région. Alors, c'est la première fois que vous organisez cette matinée. Le but, c'est aussi peut-être de mieux faire connaître finalement l'ORSAG. De mieux faire connaître l'ORSAG par les professionnels de santé qui connaissent peu, en fait, le travail et les outils qui leur sont proposés à partir de nos études. Et puis, toute personne intéressée qui font des études, nous avons un CHU, nous avons une université. Toutes les recherches qui sont faites, toutes les études qui sont faites peuvent aussi aider toutes ces personnes qui font dans le cadre de leurs études. Alors, on rappelle ce rendez-vous, ce sera à partir de 8h30. À partir de 8h30 au Memorial Act. Pas besoin de s'inscrire, on peut... C'est-à-dire si, il y a eu toute une organisation parce que le monde de la santé est vaste. Donc, nous avons eu quand même beaucoup d'invités et donc nous avons dû... Si les professionnels de santé nous écoutent là en ce moment, est-ce qu'ils peuvent quand même venir samedi ou... C'est-à-dire normalement il fallait s'inscrire. Mais je crois qu'on ne pourra jamais refuser une professionnelle de santé qui voudrait bien entendre tous les résultats du travail de l'ORSAG. Merci Geneviève Bruno en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce soir. En bref, ce nouvel homicide en Guadeloupe, un homme d'une trentaine d'années a été tué par balle cette nuit. Son corps a été retrouvé rue Le Thiers à Pointe-à-Pitre. Il s'agit du 10e homicide depuis le début de l'année en Guadeloupe. Ouvrons maintenant notre page économie avec tout d'abord les bons chiffres des immatriculations de véhicules neufs en Guadeloupe. En 2015, un peu plus de 13 400 voitures de particuliers ont été immatriculées dans notre département. Un chiffre en augmentation par rapport aux précédentes années, comme nous le confirme Anne-Elisabeth Artsen. Entre 2007 et 2014, le marché de l'automobile a lui aussi connu sa situation de crise avec une baisse significative des ventes de véhicules neufs. Mais en 2015, cette courbe tend à s'inverser. Le marché a perdu 22% de son volume, donc ça représente plus de 4100 véhicules, donc c'est vraiment très très important. Sur la fin de l'année 2015, le marché a retrouvé des couleurs et a fini à, de mémoire, 15 623 véhicules. Donc ça représente une croissance de 6,8%. Cette croissance, on l'explique en partie par le renouvellement des flottes de véhicules loueurs courte durée. Environ 30% d'augmentation sur ce canal client. Contrairement à l'Hexagone qui a connu en 2016 une forte augmentation, le marché guadeloupéen a connu une croissance plus mitigée. Le marché a progressé de 8,4%, donc un démarrage en fanfare. La Guadeloupe est un petit peu plus en retrait puisqu'on a eu 32 véhicules de plus que l'année dernière à la même période, donc c'est même pas 1% d'augmentation du marché. Donc c'est vraiment très faible. 80% des véhicules vendus se font essentiellement sur deux segments, celui des citadines compactes et celui du SUV qui a tendance à accroître fortement ses parts de marché. Autre tendance du marché de l'automobile actuellement, la dédiélisation du parc de véhicules guadeloupéens avec 51% de véhicules vendus en motorisation diesel en 2016, soit moins 11% de ventes sur ces 4 dernières années.
Économie toujours avec un secteur en plein boom en France et également en Guadeloupe. Il s'agit de l'e-commerce. Nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous connecter sur les sites internet pour faire notre shopping. Et des Guadeloupéens ont d'ailleurs surfé sur cette tendance en créant des services en ligne assez originaux, comme vous allez le découvrir dans le reportage de Karine Gielman. Acheter sur Internet est entré dans le quotidien des Guadeloupéens. De l'achat de matériel informatique à l'habillement, en passant par l'immobilier, on trouve de tout sur le web. 60% des Antillais et Guyanais qui se sont connectés au moins une fois dans leur vie sur Internet, soit 657 000 internautes, auraient déjà acheté un produit ou un service en ligne. L'habillement arrive en tête avec 14,2% des achats, l'informatique 8,1%, les voyages 7,2% et les produits culturels comme les livres, les CD, les DVD et les appareils hi-fi ne représentent que 5,9% des achats en ligne. Les comportements d'achat changent et les offres s'adaptent de plus en plus aux consommateurs. C'est en surfant sur cette donnée que Jessie a pu créer une nouvelle offre de produits à acheter en ligne. Chaque mois, elle envoie à domicile une box de produits intimes pour les femmes. Je trouve que c'est la même chose que de monter, on va dire, une boutique physique. Hein. C'est le même principe. Sauf que peut-être qu'aux Antilles, on est encore un peu en arrière par rapport à la France hexagonale, mais ça commence à changer. Une idée surprenante qui correspond bien à l'ère du temps. Vous vous connectez donc sur le site et recevez vos produits féminins intimes directement dans votre boîte aux lettres et pour un prix quasi équivalent à celui du marché traditionnel. Ce que recherchent les consommateurs. En ce qui concerne le e-commerce, le marché des Antilles Guyanées est en cours de développement et on remarque que 44,1% des acheteurs de produits et services en ligne sont freinés par les délais de livraison et les tarifs. Un obstacle qui s'estompe avec l'arrivée de sites de réexpédition de vos livraisons. C'est-à-dire que le client est totalement libre de choisir le transporteur qui a fait passer un partenariat avec nous, parce qu'on n'a pas passé des partenariats avec tous les transporteurs. L'idée, c'était de choisir le meilleur transporteur en fonction du type de transport, de façon à ce que le volume fasse baisser les tarifs et qu'on puisse en faire bénéficier aux particuliers. Ces prestataires de services se sont créés pour répondre à la demande et faciliter les envois de l'Hexagone vers les Outre-mer. Il y a plein de problématiques douanières qui ne peuvent pas se régler comme ça du jour au lendemain. Donc au fur et à mesure, on fait des modifications, des évolutions. Mais en tous les cas, le nombre de clients augmente chaque mois, chaque jour. Donc c'est plutôt positif. Les marchands en ligne sont donc confrontés à des investissements coûteux en termes de logistique. En tout cas, les sites locaux de produits locaux existent et proposent des produits guadeloupéens à acheter sans frais de douane. L'actualité en bref avec tout d'abord les funérailles du maire de Morne-à-l'Eau, Jean-Claude Lombion, qui se dérouleront lundi après-midi. Une veillée mortuaire aura lieu la veille, ce dimanche. Ce sera sur la place Gerty-Archimède à Morne-à-l'Eau. Jean-Claude Lombion qui s'est éteint mardi à l'âge de 64 ans des suites d'une longue maladie. Il était spécialiste des Antilles, professeur de civilisation hispano-américaine et ancien directeur du Centre d'études et de recherche caribéenne. Alain Yakou s'en est également allé. Auteur de plusieurs ouvrages de référence, il est décédé à l'âge de 76 ans. Il avait notamment reçu un prix de l'Association des écrivains de langue française en 2003 pour son essai de La Rochelle à la Côte de Guinée et aux Antilles. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Nous irons au Brésil avec la présidente Dilma Rousseff sur la sellette. De son côté, le président vénézuélien Nicolás Maduro a décrété que pendant 2 mois, les vendredis seraient fériés. Vous verrez pourquoi dans notre tour d'horizon de l'actualité en Caraïbes. Brésil, la destitution de Rousseff prend forme. La présidente du Brésil, Dilma Rousseff, est plus que jamais face au risque d'une procédure de destitution. 30 membres de la commission sont actuellement favorables à la destitution de la présidente brésilienne et ils sont conduits par le président de la commission, Jover Arantes. Selon lui, il y a des preuves sérieuses d'une conduite délibérée de la présidente de la République qui sape les institutions fédérales. Il ajoute que les écoutes préliminaires révèlent des erreurs suffisantes pour autoriser une procédure de destitution. Le texte de la commission doit être soumis la semaine prochaine à l'Assemblée
Si les 2 tiers des députés le soutiennent, il appartiendra in fine au Sénat de décider si oui ou non il convient d'ouvrir un procès en destitution contre Dilma Rousseff. Haïti, des policiers canadiens soupçonnés de viol. Au moins 2 policiers du CPVM, le service de police de la ville de Montréal, auraient agressé sexuellement plusieurs femmes alors qu'ils étaient en mission pour l'ONU en Haïti. 2 enfants seraient nés de ces agressions. Selon ce qu'a révélé Radio-Canada, un premier agent du CPVM, participant à la mission MINUSTA en 2013, aurait abusé sexuellement une femme de ménage. Dénoncé par un collègue, le policier en question a écopé d'une suspension de 9 jours. Il est aujourd'hui à la retraite et selon Radio-Canada, aiderait la mère de son enfant en Haïti. Dans un autre cas, une Haïtienne a porté plainte contre un policier de ce même service. Le policier n'aurait écopé que de 5 jours de suspension pour cette affaire qui remonterait à 2012 et où un enfant est né. Enfin, un policier de la Sûreté du Québec serait dans l'attente d'une audience disciplinaire à la suite d'une plainte pour viol sur plusieurs Haïtiennes. La police canadienne a ouvert une enquête judiciaire sur ces différents crimes qui entachent à nouveau les agents de la MINUSTA en mission en Haïti. Venezuela, vendredi, jour férié. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a décrété le vendredi jour de congé pendant 2 mois dans tout le pays, dans le cadre d'un plan spécial d'économie d'énergie face à l'importante sécheresse provoquée par le phénomène El Niño. Dans une allocution diffusée sur la chaîne de télévision officielle, le président du Venezuela a annoncé mercredi la publication d'un décret établissant que tous les vendredis seront des jours non travaillés dans le secteur public à partir du 8 avril et jusqu'au 6 juin. Faisant appel au sentiment national afin que tout le pays soutienne l'initiative, Nicolás Maduro a étendu à 9 heures par jour au lieu de 4 le rationnement électrique pour les centres commerciaux et les hôtels qui doivent générer leur propre énergie pendant ces créneaux, une mesure mise en place en février. Nicolás Maduro a également exigé que les entreprises étatiques du secteur industriel qui consomment le plus réduisent de 20% leur consommation énergétique, tout comme l'administration. L'opposition désormais majoritaire au Parlement accuse l'exécutif de ne pas avoir anticipé la situation et de ne pas avoir assez investi dans le réseau électrique. Le Venezuela, qui a subi une grave crise énergétique en 2010, souffre de pannes régulières, en particulier dans les provinces. Après la Caraïbe, direction l'Atlantique avec les skippers de la Transat AG2R qui sont actuellement au large du Portugal. Au 4e jour de course, le bateau Generali est en tête. Concernant la position de nos équipages guadeloupéens, les Saintes avec Arthur Pratt et Nicolas Thomas est 10e, Marie Galante avec Kenny Piperol et Benjamin Augereau est 12e, Arthur Bouin et Aliénor Fleury sur Guadeloupe gagnent une place et se classent pour l'instant à la 13e place, arrivée prévue de tous ces skippers dans un peu moins de 3 semaines à Saint-Barth. Sport toujours en tennis, suite des matchs du 2e tour de l'Open de Guadeloupe, le Guadeloupéen Gianni Mina, qui a été éliminé hier en simple, joue en ce moment son 2e match en double avec Adrien Puget. Le duo affronte les Américains Krajicek et Kruger. Demain, place au quart de finale. L'Open de tennis de Guadeloupe, qui, on le rappelle, est parrainé cette année par Mickaël Liodra, l'ancien 21e mondial, désormais à la retraite, a rencontré ce matin au CREPS des étudiants en STAPS, plus précisément des étudiants en Master Management du sport. L'occasion donc pour lui de revenir sur sa carrière. On l'écoute, il répond aux questions d'Éric Pommier. Oui, je suis venu parler un peu de mon histoire, essayer de mon expérience aussi, leur donner un petit peu la vision d'un ancien joueur de haut niveau, voilà, ce qui s'est passé pendant tout au long de ma carrière, que ce soit au point de vue communication, au point de vue sportif, et puis aussi comment j'ai pu gérer mon après-carrière. Je crois que voilà, c'est un atout en plus pour eux, pour leur formation. Je pense que de savoir ce que fait un athlète de haut niveau quand il décide d'arrêter, sa manière de penser aussi, de fonctionner. Voilà, non, c'était une très bonne expérience. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas être trop vindicatif. Il faut essayer de bien comprendre la manière dont évoluent les joueurs sur le circuit, essayer de leur proposer des choses novatrices. On sait toute la puissance aujourd'hui des réseaux sociaux, des médias, et je crois que voilà, il faut arriver à se créer une entité, une bulle un peu autour de tout ça, et puis
je parle beaucoup de confiance parce que je crois que dans tout métier, je pense que quand on a confiance en son manager, quand on a confiance en son directeur de presse ou autre fonction, je pense qu'on peut aller très loin. Et on va rester dans le domaine de la compétition, mais vous allez voir, celle-ci est un peu particulière. Fin mai, on assistera en Guadeloupe à une compétition de robots. L'Académie a lancé aujourd'hui le concours Robotic First. 12 collèges guadeloupéens y participent. Ce matin, les élèves du collège du Front de Mer à Loricis ont présenté leur projet, le reportage de Marion Bordier. L'opération Robotic First est lancée. C'est le Collège du Front de Mer qui a ouvert cette compétition locale de robotique, initiée par l'Académie des sciences et l'archipel de Guadeloupe. Une première. C'est une compétition où nous avons un peu plus de 23 000 équipes engagées, donc au niveau international, donc c'est plus de 230 000 jeunes. Et donc l'an passé, nous avions mis en place une sélection locale qui a été projetée à la finale nord-américaine, donc à Montréal, et qui a fait un très bon classement, donc 17e sur 36 équipes finalistes. Nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas mettre en place une compétition locale et projeter la meilleure équipe au niveau international. Un véritable défi pour la quinzaine d'élèves participantes. À raison de 2 heures par semaine et à l'aide d'un kit et d'un cahier des charges, ils ont monté le tapis de jeu et le robot Mindstorm EV3, auquel ils ont donné des missions. Le thème, sur la trace des déchets. L'automate doit être complètement autonome et capable de saisir, de pousser, de tirer ou d'enlever des objets représentant des ordures. Selon les règles du jeu, sur la trace des déchets, il fallait respecter quelques règles et il y avait aussi des pénaltys et tout ça. Au cours des diverses sessions, les adolescents ont pu se familiariser avec le LPR, le logiciel de programmation du robot. Mais aussi mettre en pratique des matières telles que les mathématiques et la physique. L'objectif, susciter leur intérêt pour les filières scientifiques et pourquoi pas révéler des vocations dans la robotique. Les élèves sont très motivés par cette activité, qu'ils trouvent effectivement pratique et ludique. C'est une autre façon d'apprendre. On apprend en faisant, on apprend d'une façon amusante. Les élèves sont accrochés par cette activité. Ils sont très intéressés par la robotique, le montage des robots, la programmation, le résultat. Leurs capacités sont mises en valeur, les collégiens se sentent alors utiles et ils gagnent en confiance en eux. C'est pour dire qu'en Guadeloupe, nous ne sommes pas isolés, que nous savons faire des choses et que nous pouvons montrer nos capacités. Lors de l'évaluation de leur travail, les jeunes devront expliquer leur choix quant à l'élaboration du robot et les valeurs de leur équipe à travers un sketch, une mise en scène ou un poème. Le jour de la compétition, avec les 12 autres collèges participants, ils tiendront un stand. La problématique des ordures sera présentée au public. Rendez-vous le 26 mai prochain au gymnase de Bémao. Cette édition touche à sa fin, mais avant, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos conditions météo pour demain matin, avec le retour d'un temps plus sec, de belles éclaircies sur l'ensemble de la Guadeloupe. Comme vous le voyez sur cette carte, les températures seront comprises dans la matinée entre 25 et 27 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rubrique Minute Sport suivie du journal de TF1. Votre soirée sur Alizé, un téléfilm, L'ombre du mariage. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. L'information qui continue sur notre site www.alizé.com. Excellente soirée à tous.